C'est aujourd'hui que le premier prix Goncourt des détenus sera décerné à un auteur ou une autrice au terme d'un mois de lecture et d'échanges organisés dans les prisons. Un projet qui s'inscrit notamment dans la politique de réinsertion mise en place par le gouvernement, alors que la France fait face à une surpopulation carcérale inédite. Des états généraux de la justice également se sont tenus du 18 octobre au 8 juillet dernier, mais aucune annonce n'a pour l'instant été faite. Bonjour Monsieur le Ministre, bonjour Éric Dupond-Moretti, merci d'être avec nous. Mon camarade Stéphane Robert vient d'évoquer Adrien Quatennens et, disait-il, le retour impossible. Votre point de vue sur ce qui vient d'être dit? Bon, d'abord, vous le savez, le garde des Sceaux ne peut pas commenter une décision de justice. C'est une règle qui n'est pas mineure, c'est la séparation des pouvoirs. Donc j'entends, comme vous l'avez entendu, la décision rendue par la juridiction lilloise. Aucun commentaire. Pour le reste, la seule chose que je veux dire, c'est que je ne crois qu'en la justice, l'institution judiciaire. La justice privée, je la trouve extraordinairement inquiétante. Elle n'a pas à se substituer à la justice. La justice, elle n'est pas parfaite, mais on n'a rien trouvé de mieux. Donc pour le reste, Monsieur Quatennens est seul avec sa conscience, et ensuite, libre à vous de faire les commentaires que vous faites. Moi, je n'en ai strictement aucun à faire. On parle du prix Goncourt des détenus, puisque vous êtes ici pour évoquer ce prix qui va être décerné pour la première fois, Monsieur le Ministre, dans les questions donc de réinsertion des détenus. Quel rôle symbolique réel peut avoir ce type d'initiative ? Alors d'abord, c'est une initiative qui remonte au mois de mars de cette année. Avec Roselyne Bachelot, on avait décidé d'allier nos efforts pour amener davantage de culture en prison. La population, c'est pas la plus cultivée. On le sait, il y a beaucoup d'analphabétisme. Et l'idée, vous voyez, dans la réinsertion, c'est que les gens sortent meilleurs de prison qu'ils n'y sont rentrés, et la culture est un des leviers qui permet cela. Bon. L'idée, c'est davantage de lecture, davantage de culture, davantage de mots, puisque les mots ont un rôle pacificateur. Il y a un grand linguiste qui s'appelle Bentolila et qui dit que là où les mots sont prononcés, la violence recule, au fond. Si je vous marche sur les pieds, je dois immédiatement vous dire « pardon, monsieur ». Et si je n'ai pas le volume lexical pour cela, si je vous dis immédiatement des gros mots, alors ça ne pacifie rien, mais ça annonce l'agression. Donc tout le monde comprend évidemment le rôle de la culture. Donc l'idée, c'est de faire un Goncourt du détenu, comme il y a eu un Goncourt des lycéens. Au début, on est un peu sceptique, pour ne pas dire circonspect, et puis ensuite, je pense que ça va se mettre en place et que ça deviendra quelque chose d'important. Alors, 31 établissements pénitentiaires, 500 détenus, certains qui ne lisent pas et qui se sont mis à la lecture, et puis des rencontres avec les autrices et les auteurs pour discuter de tout cela. Donc ça, c'est à la fois la culture, bien sûr, mais aussi la réinsertion. Cette réinsertion, les différentes activités qui sont proposées, certaines ont fait polémique. Il y a eu une polémique cet été au sujet de stages de cartes dans les prisons. Pourquoi une polémique sur les cartes et pas de polémique sur la lecture en prison, Monsieur le Ministre? Alors, je vais vous le dire. La prison, c'est trois choses. Mettre un individu dangereux momentanément à l'écart pour protéger la société, c'est punir. Moi, j'assume la fermeté de la réponse pénale, sans démagogie, mais j'assume aussi une part d'humanisme sans angélisme. Punir, et c'est réinsérer. Bon. Dans le CART, je ne vois ni punition, on en est même très loin, ni réinsertion. Dans la culture, oui. Dans le sport et ses valeurs, oui. Dans le travail, oui. J'ai d'ailleurs conçu un contrat du détenu travailleur, parce que je pense que le sens de l'effort, même dans ce monde clos qu'est la prison, n'est pas un sens interdit, et qu'il faut permettre aux hommes, aux femmes qui sont incarcérés, de sortir avec un diplôme, davantage de mots, une formation. Les valeurs du sport sont également importantes. Bon. Et puis, sur cette histoire du karting,
Je voulais pas que l'extrême droite préempte le sujet, ce qu'elle a tenté de faire immédiatement. Vous avez entendu que la prison s'est transformée dans leur bouche en un parc de loisirs. Alors on a eu droit à tous les parcs, Disneyland, tout ce que vous voulez, l'hôtel 4 étoiles, enfin toutes ces imbécilités qui sont répandues fréquemment. La prison, c'est un lieu de grande promiscuité, et nous avons d'ailleurs, j'en reparlerai peut-être, mis en place à la fois un programme de création de nouvelles places, mais également de rénovation des établissements pénitentiaires indignes. Alors, justement, puisque la France est aujourd'hui le mauvais élève européen en matière de surpopulation carcérale, il y a eu une expérience de tenter pendant le Covid. Les détenus qui étaient en fin de peine ont été libérés. Il n'y a pas eu, à ma connaissance en tout cas, de catastrophe liée à cela. Pourquoi ne pas s'inspirer, monsieur le ministre, de cette expérience-là en permettant à certains détenus de quitter la prison aujourd'hui ? D'abord, on va redire les choses. C'est effectivement Nicole Belloubet qui a permis la libération, mais une libération anticipée de détenus qui étaient en fin de peine, en excluant un certain nombre d'infractions qui avaient été commises et sanctionnées. Pourquoi ? Parce que ça ne peut pas être automatique. Les leviers pour éviter la surpopulation carcérale, ils sont de 3 ordres. C'est la création de nouvelles places, bien sûr, la rénovation, je l'ai dit, c'est la lutte évidemment contre la délinquance et la lutte contre la récidive. Bon, n'inversons pas les choses. Et dans les programmes que nous mettons en place, il y aura, mais j'aurai l'occasion d'en reparler, des mesures de libération sous contrainte. Vous aurez l'occasion, vous voulez dire ? Très prochainement, puisque ça entre en vigueur en début d'année. Ça permet d'éviter ce que l'on appelle les sorties sèches. Et les sorties sèches, nous savons que statistiquement, elles génèrent de la récidive. Donc un meilleur suivi et une meilleure, meilleure intervention des personnels pénitentiaires et des CEPIP. Vous savez ce que sont les CEPIP ? Bon. Ce sont les services de probation et d'insertion professionnelle. Nous avons créé 15 000 CEPIP de plus. Ça tente à lutter contre la récidive. Les leviers, ils sont là. Création de places, lutte contre la récidive, lutte contre la délinquance. Mais monsieur le ministre, avant d'être ministre, vous étiez avocat. Je me souviens, on avait eu une discussion, une interview, oui. Et je vous avais dit, est-ce que c'est une peine de prison trop lourde ? Et vous m'aviez repris en disant, 1 jour de prison, c'est de trop. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens dans les prisons qui sont en prison pour des affaires, par exemple, de stupéfiants, par exemple de shit, alors qu'il y a dans de nombreuses législations aujourd'hui une dépénalisation, une légalisation du shit. Est-ce que ça n'est pas une situation qui, aujourd'hui, est uniquement de nature à remplir les prisons ? Un jour de trop, c'est un jour de prison est un jour de trop. Ça me paraît une évidence. Ça veut dire d'abord qu'une infraction a été commise, et une infraction commise... Je suis pas sûr que vous Attendez, dans ce sens-là. mais laissez-moi finir. Ça signifie d'abord qu'une infraction a été commise, et une infraction commise est une infraction de trop. Et ensuite, ça répond aussi à ce que nous disent les populistes, à savoir que la justice est laxiste. Parce que sur la montée de la délinquance, nous savons que dans certains domaines, la délinquance monte, elle a baissé dans d'autres domaines, mais la seule explication que l'extrême droite fournit à ce pays, c'est la justice est laxiste. Et tous les chiffres démontrent le contraire. Qu'il s'agisse de la matière correctionnelle, juge exclusivement professionnel, ou de la matière criminelle, c'est le jury populaire qui tranche. On a des augmentations très claires des quantums de peine. Pour autant, il faut assumer la répression, si j'ose dire, et je le dis, monsieur, sans démagogie, avec humanité, mais sans angélisme. C'est ça le fil sur lequel je me trouve, et j'essaie de tenir cette position alors, par exemple, nuancée. sur le cannabis, monsieur le ministre. Alors, sur le cannabis, je vais y venir. C'est la position que j'essaie de tenir dans une époque dont vous me concéderez qu'elle n'est plus du tout nuancée. Le cannabis, moi, je suis totalement contre la dépénalisation, pour différentes raisons. D'abord parce que ça démolit un certain nombre de nos gamins. Ça les déscolarise. Tout le monde le sait. Ensuite, nous avons beaucoup évolué scientifiquement, et nous savons aujourd'hui que le cannabis
peut provoquer un certain nombre de maladies mentales d'une grande gravité. Je pense à la schizophrénie en particulier. Enfin, les trafiquants de stupes aujourd'hui, si demain on légalise, ils deviennent quoi, monsieur ? Ils viennent travailler à Radio France ? Non, mais ils pourront devenir des commerçants en matière... Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est une évidence absolue. Si vous pensez Ils vont que la réinsertion... Monsieur le ministre, si vous pensez que la réinsertion... Laissez-moi juste poser une question. Si vous pensez que la réinsertion est possible, les délinquants d'hier peuvent devenir les commerçants de demain ? Bien sûr, monsieur, mais tous les délinquants d'hier ne deviendront pas des commerçants de demain. Et puis, moi, je vous parle des trafiquants qui trafiquent et qui ne sont pas sous main de justice, si j'ose dire. Parce que, permettez-moi de vous dire que quand la justice intervient, souvent le mal est fait, pour ne pas dire toujours, et les infractions sont commises. Mais avant, en amont, il y a des trafics de résine de cannabis, vous le savez, vous évoquez cela. Vous voulez quoi faire de ce trafic de cannabis ? Vous voulez désormais qu'il n'existe pas... Comme en Espagne, comme au Canada. Non, mais en Espagne, ils en sont largement revenus, et au Canada, il n'y a pas les mêmes structures qu'en France, il n'y a pas les mêmes dispositions qui sont celles que nous connaissons, sociologiques notamment, et il n'y a pas les cités telles que nous les connaissons. Pardon de vous dire cela. Mais moi, je sais, parce que j'ai vu un certain nombre de rapports que, je le redis, des gamins sont démolis. Moi, je veux bien faire de l'angélisme. Non, mais on peut considérer que c'est shit pour tout le monde et boutique ouverte. Mais monsieur, je vais vous dire quelque chose. Non, votre point de vue, nous l'avons. Laissez-moi terminer. Je ne l'ai pas encore exprimé. Puis, pardon, je venais ici pour parler du concours. Un autre sujet. Pas du trafic de shit, parce que sinon, nous aurions consacré une émission à cela. Mais les trafiquants qui trafiquent aujourd'hui le shit, demain, potentiellement, trafiqueront d'autres stupéfiants, la cocaïne en particulier, voire l'héroïne. Et si vous pensez qu'on règle une question en disant on légalise tout, je pense que nous y avons, les uns et les autres, considérablement réfléchi. Maintenant, je vais vous dire autre chose, puisque vous me laissez le micro sur ces questions. Il y a aujourd'hui beaucoup de règlements de compte liés au trafic de stupes. Bon, et moi je dis, ça peut vous paraître réac, qu'on ne peut pas fumer son petit pétard tranquille le samedi soir sans penser que s'il y a des consommateurs, il y a aujourd'hui du trafic et il y a une criminalité organisée autour de cela. Ensuite, chacun fait avec sa conscience. Monsieur le ministre, il y a autre chose qui est de nature à modifier le quotidien de la justice, et notamment la question des prisons, c'est la réforme de la police judiciaire avec une augmentation des pouvoirs. Vous levez les yeux au ciel. Je lève les yeux au ciel, je suis venu vous parler du Goncourt, c'était ce que nous avions grosso modo décidé. Je vais vous dire 2 mots là-dessus. Je ne veux pas m'égarer, c'est trop important. Le Goncourt des détenus, c'est trop important. Le contrat du détenu travailleur, dites-moi ce que vous voulez dire sur la le création, Goncourt des détenus. La création des structures d'accompagnement à la sortie. Sur la PJ, monsieur, c'est très clair. Il y a une réforme organisationnelle qui est du périmètre du ministère de l'Intérieur. Les magistrats ont exprimé quelques craintes parce qu'ils craignent de ne plus pouvoir désigner les services qu'ils ont choisis. J'ai dit que nous serions très attentifs à cela. Gérald Darmanin m'a publiquement répondu en disant que rien ne serait changé. C'est en particulier l'article 12-1 pour les juristes qui nous écoutent du Code de procédure pénale, il ne sera pas modifié. Enfin, il y a une expérimentation et cette expérimentation fait l'objet aujourd'hui d'un examen dans le cadre d'une inspection qui est à la fois diligentée par l'inspection de la justice, l'IGPN et l'IGA, et nous aurons les résultats de tout cela et nous en reparlerons. Donc, on aura la possibilité de se revoir sur cette réforme de la police. Voilà, et nous parlerons... Vous voulez parler du Goncourt des détenus? Je n'aimerais pas que vous conserviez un mauvais souvenir de cette visite à France Culture. Monsieur le ministre, dites-moi ce que vous voulez nous dire sur le Goncourt des détenus. J'ai encore quelques questions autres, malgré tout, à vous poser. Vous êtes ministre, allez-y, mais réinvitez-moi plus souvent. Mais je voulais que vous restiez plus longtemps. Vous n'avez pas voulu. Moi, j'aurais été ravi de passer un long moment avec vous, monsieur le ministre. Non, c'est pas que j'ai pas voulu, c'est que j'ai un peu de travail. Monsieur le ministre, ne perdons pas de temps, parce qu'ensuite vous allez me dire que vous êtes pressé. Et donc, toujours sur la question de la justice de tous les jours cette fois-ci. Alors, votre stylo a sauté dans le studio. J'ai une amie qui cherche à divorcer à Toulouse. Elle a un temps d'attente d'1 an. 1 an pour une procédure civile, une procédure courante. Est-ce que c'est normal qu'il faille attendre si longtemps ? Parmi les reproches que l'on peut légitimement adresser à l'institution judiciaire, il y a la longueur, la lenteur,
Bien. J'y travaille d'arrache-pied et je présenterai le 5 janvier le fruit du travail des États généraux. C'est plein de gens qui ont réfléchi, des professionnels de la justice, des magistrats, des avocats, des greffiers, des universitaires. Nous avons un certain nombre de propositions à faire. L'objectif, c'est que la justice soit plus proche de nos compatriotes, qu'elle soit plus efficace, plus protectrice et plus rapide. Et je présenterai un certain nombre de mesures très précises qui vont en ce sens. Je veux d'ailleurs vous dire à ce propos que sur le terrain budgétaire, après 30 ans d'abandon, et budgétaire, et politique, et humain, nous avons donné à la justice des moyens historiques, notamment en termes humains, puisque nous avons embauché des magistrats, des greffiers, des contractuels, dans le but, justement, d'alléger la tâche des magistrats, des greffiers. Et une tâche allégée, ça signifie en réalité une justice rendue plus rapidement. Et à ce titre, je voudrais vous dire que grâce aux contractuels que j'ai embauchés, nous avons en France, de façon aujourd'hui établie, une diminution des stocks de dossiers de plus de 20%. Ça signifie que dès à présent, la justice est rendue plus vite. Mais il y a encore, monsieur, beaucoup d'efforts à faire parce que nous avons fait beaucoup de choses, mais il reste beaucoup de choses à faire. Une dernière question avant de reparler du Goncourt des lycéens. Vous êtes soupçonné de prise illégale d'intérêt, Éric Dupond-Moretti, et si vous êtes renvoyé devant la Cour de la justice de la République, le procureur qui vous jugera, c'est vous-même qui allez le nommer. Est-ce qu'il n'y a pas là une impasse constitutionnelle dans cette situation? Et c'est vous qui dites que c'est moi qui va le nommer. Qui d'autre pourrait le nommer? Le Premier ministre. Donc c'est la solution que vous avez trouvée pour... Mais, pardon monsieur, vous êtes bien pessimiste. D'abord, j'ai formé un recours... C'est une éventualité. Voilà. Qu'il convient de rappeler tout de même. Tout à fait. Parce que je ne suis pas au-dessus des lois, mais je ne suis pas en dessous des lois. Moi, je me suis très peu exprimé sur l'affaire qui me concerne, et pour cause. J'aurai, si je suis renvoyé, qui est la perspective que vous évoquez, l'occasion de dire tout ce que j'ai à dire. Ce que je me suis contenté de dire pour le moment, c'est que je n'avais fait que suivre les recommandations de mon administration, comme l'auraient fait à ma place tous les ministres de la Justice. Pour le reste, vous savez, monsieur, que j'ai formé un pourvoi. Bien. Nous attendons les résultats de ce pourvoi, et si je suis toujours renvoyé au moment où se posera la question que vous posez, c'est-à-dire la nomination du prochain procureur général près la Cour de cassation, le Premier ministre pourra parfaitement me remplacer dans cette tâche. Le concours des détenus, monsieur le ministre, puisque vous souhaitiez continuer à en parler, puisque vous êtes venu, dites-vous, pour cela, quel but peut-on en attendre? Et aujourd'hui, quel dispositif peut être utilisé pour permettre justement à la culture d'agir sur la réinsertion des détenus? Écoutez, la culture, elle est porteuse, ça c'est son aspect ludique, d'une forme d'évasion parfaitement licite. Il faut quand même le dire, puisqu'on parle de la culture en prison. Par ailleurs, c'est les multiples échanges, c'est la volonté, vous savez, il y a dans la culture, dans la lecture en particulier, la possibilité d'accéder à l'introspection et de réfléchir sur son propre parcours. C'est aussi ça le but de la culture. Et je trouve que c'est absolument formidable que de mettre ça en place. Et puis, ça conserve ce lien entre l'intérieur, la prison, les murs, et l'extérieur. Et c'est un lien que je maintiens également dans le cadre du contrat du détenu travailleur, puisque je veux, et j'ai pour objectif, de faire travailler tous les détenus qui le souhaitent. Et pour ça, je suis en train de lancer un appel au patronat. Grand patron, petit patron, moyen patron, pour que l'on permette à la fois à des détenus de se former et aussi à des détenus de travailler. Et pour certains d'entre eux, c'est une première expérience professionnelle. Et le but derrière tout cela, mais même pas en filigrane, je l'annonce clairement, c'est la réinsertion et donc l'absence de récidive. Le grand livre que vous conseilleriez à un détenu
en prison? Un grand livre de liberté ou pas d'ailleurs, j'en sais rien, monsieur le ministre. Ah, c'est une question difficile. Peut-être l'étranger. Pourquoi? Parce qu'il y a un passage que je trouve absolument merveilleux. Meursault se lève, il veut exprimer un certain nombre de choses et il se dit qu'au fond c'est inutile et qu'il a d'une certaine façon été dépossédé de son propre procès. Et donc c'est très inspirant parce que la justice doit être le contraire de cela et c'est une véritable réflexion. C'est-à-dire que la justice doit être comprise d'abord par celui qui est l'accusé? Par celui qui est accusé et par les victimes, naturellement. Un bon jugement, une belle décision, c'est une décision, pour reprendre l'expression d'un de mes anciens confrères, dans laquelle les victimes et l'accusé sont d'une certaine façon enfermés. Voilà. Dernière question. Ce qui est le cas, du V13. Je ne veux pas m'exprimer sur le procès de Nice, puisque il vient de se terminer. Nous savons que des appels ont été interjetés, mais ce qui est le cas du V13, qui est d'ailleurs, pardon de le dire, et avec un enthousiasme irrépressible, ce qui d'ailleurs est la meilleure façon de répondre au terrorisme. Merci, monsieur le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Dans quelques instants sur France Culture, le point sur l'actualité.